Bonjour, nous sommes au Midi littéraire dans le cadre du Festival international de littérature en collaboration avec l'Espace de la diversité. En direct de Moncton, c'est bien ça, Gabriel? Oui, tout à fait. On a Gabriel Robichaud qui est originaire de Moncton. Il est écrivain, dramaturge, poète et acteur. Il a publié 3 recueils de poésie aux éditions Personnages, La promenade des ignorés, Les Anodins et Acadie Road. Et sa dernière pièce de théâtre, Crowbar, a été publiée en 21, également aux éditions Personnages. Ici, on a Michael Bielecki, qui est chanteuse, artiste multidisciplinaire, compositrice, conceptrice sonore, autrice et productrice. Elle a créé une trilogie de concerts-performances, Gloria, Myth et Warm-Up, où la voix est au cœur d'une quête spirituelle. En 2021, elle publie Mythe, précédé de Gloria aux éditions du Passage. Et finalement, Vanessa Luri, qui est poète, autrice et médecin psychiatre. Elle a publié 5 recueils de poésie à mémoire d'Encrier, Prendre langue, Emprunter aux oiseaux, Métisser, Nous ne sommes pas des fées, qui est coécrit avec Louise Dupré, et Quand je vis. Elle a également publié un essai sur sa pratique de soignante, Soigner et nous. Donc, comme vous avez entendu dans cette présentation, ces 3 poètes ont aussi en commun d'avoir une autre pratique. Donc, vous êtes du côté de la parole et de l'écrit. Et je me demandais si vous seriez intéressé de nous parler un peu de quelle différence il y a pour vous entre ces 2 pratiques et qu'est-ce que vous allez chercher du côté de la parole versus du côté de l'écrit. Peut-être qu'on peut commencer avec toi, Gabriel. Ma formation académique est du côté de l'art dramatique. En fait, c'est vraiment étrange. Je suis ici au studio Théâtre Lagrange à l'Université de Moncton où j'ai fait mon baccalauréat. Puis, du moment où j'ai commencé mon bac, la création s'imposait parce que la pratique qu'il y avait n'était pas une pratique de théâtre de répertoire en académie, mais beaucoup une pratique de théâtre de création. Puis en même temps, j'écrivais déjà. Euh, et mutuellement, un vient influencer l'autre. C'est-à-dire que j'écris pas de la même façon parce que je pense toujours à comment éventuellement le poème va pouvoir euh, se performer. Et mon rapport aux mots a changé euh, de façon assez majeure depuis, en fait, que j'ai une pratique d'écriture aussi. C'est-à-dire comment dire le mot, qu'est-ce que le mot veut dire, comment prendre le sens d'une phrase, comment transformer le sens d'une phrase, tout dépendant comment je le dis. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça se regroupe par la scène, parce que même passer du livre à la scène, pour moi, il y a 2 choses. Et ensuite de ça, ben, ça s'influence mutuellement. Donc, même dans ta poésie, dans ton écriture poétique, tu penses aussi à la performance, pas juste dans ton écriture dramaturgique. Oui, tout à fait. Ben, c'est-à-dire que c'est que ce soit Acadie Road, Les Anodins ou La Promenade des Ignorés, la plupart de ces textes-là, ben, éventuellement, on est appelé à les lire sur scène dans toutes sortes de manifestations. Mais pensant à ça, ou même dans le cours du processus d'écriture, l'idée de casser un poème sur scène, c'est-à-dire de le lire, de le porter, de prendre parole et de voir comment ça se place, peut avoir une influence aussi sur la façon que ce sera écrit. Puis je dirais même que au moment d'écrire, l'idée de dire le texte pour savoir comment ça résonne, comment ça se porte, peut influencer aussi parce que tout à coup, euh, ça peut permettre de placer en relief des potentiels nœuds. C'est-à-dire, ah, cette phrase-là, elle est un peu alourdie lorsque je viens à la dire, mais peut-être parce qu'en fait, à l'écrit, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose de trop. Donc, de libérer, en fait, ou de rendre ça plus aérien, plus épuré, en fait, serait peut-être le bon verbe. Donc, pour épurer aussi de la lecture à haute voix m'aide lorsque vient le temps de l'écrire. Puis, est-ce que les performances que tu fais, est-ce que tu les fais avant de terminer l'écriture? Est-ce qu'ils font partie de ton processus ou elles arrivent à la fin, après la publication du livre? En fait, ça dépend des textes. Il y a des textes qui n'auront pas la chance de se retrouver sur scène avant d'être à l'écrit, mais vont faire partie de l'esthétique que j'ai essayé sur scène. Si je pense à Caddy Road, j'ai fait une lecture de l'intégrale dans le cadre du lancement, mais j'avais lu plusieurs sections, plusieurs passages, des fois même à plusieurs reprises, avant que le recueil paraisse. Mais ça va faire partie du processus d'écriture, d'arriver au moment où je me dis, OK, là, il est mûr pour la scène. Et
Et ça va être un grand moment de fébrilité, de nervosité lorsque ce texte-là affrontera la scène et le public autrement que par le livre une première fois. Ça a été la même chose avec les recueils précédents. Puis, en fait, c'est la même chose avec l'écriture théâtrale, au fond. À un certain moment, j'ai besoin que ça ne m'appartienne plus à moi et à la page. Ça a besoin d'être soit sous les yeux des autres, le regard des autres, que ce soit sur papier ou sur la scène. Toi, Michael, c'est un peu le contraire. Le livre arrive après le processus de la scène. Oui, ben dans mon cas, oui, c'est ça exactement. Mais je me reconnais beaucoup quand même dans ce que dit Gabrielle parce que il y a eu, en fait, avant que le livre existe, c'est-à-dire après les performances, il y a quand même eu à l'écriture un travail d'oralité qui a été fait. Puis c'est ça, je me reconnais beaucoup dans le processus de dire le mot en l'écrivant, en relisant, je sais pas, un vers, une strophe, peu importe, dans l'instant même de l'écriture, parce que dans le cas du théâtre, ça dépend, les interprètes, l'auteur, des fois c'est bien séparé, mais dans mon cas, c'est vraiment direct, c'est moi qui vais le dire. Puis il faut vraiment que ça sonne avec une authenticité aussi. Il faut que je sois capable de me dire est-ce que c'est quelque chose que je serais capable de dire et de porter. Et ce qui fait aussi que je modifie mes textes, des fois jusqu'à la dernière, même des fois en cours de représentation, juste pour que ça sonne plus instantané, des fois même plus proche de mon langage parlé. Donc j'ajuste l'écrit pour la parole, puis j'ai fait le travail inverse effectivement pour le livre, de ramener cette oralité-là à quelque chose qui était un petit peu plus dans la densité de tous ces lieux que j'avais rencontrés, là, la scène, l'écriture à la maison et le lecteur. Je voulais comme pas non plus être trop dans un langage quotidien. Puis est-ce que l'idée du livre était déjà là, en germe, peut-être, quand tu as commencé à penser à tes spectacles, ou c'est venu plus tard? C'est venu plus tard. Ouais. La volonté était là, mais pour moi, c'était deux projets vraiment bien différents. Et le livre, dans le fond, l'idée n'était pas d'essayer de mettre les textes du spectacle dans le livre quand même. C'est qu'on a créé un objet qui appartenait, qui se tenait bien dans la forme littéraire. Mais oui, ça s'est fait dans un deuxième temps. Ouais. Puis toi, Vanessa, mais bien sûr, j'imagine que tu performes aussi tes textes. Mais la parole à laquelle je pensais, c'est plus ta parole de soin, ta parole de soignante. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre cette parole-là qui est aussi dans l'écoute et ce que la poésie peut faire aussi? Oui, ben en fait, pour moi, c'est drôle, je vous écoute, puis c'est distinct pour moi peut-être, dans la mesure où pour moi, la parole, c'est vraiment associé à l'hôpital, c'est vraiment associé à l'autre. Donc moi, je me sens plus souvent dans une posture d'écoute. Puis à l'inverse, l'écriture, pour moi, c'est le silence, donc c'est comme pas de parole. Puis c'est aussi le lieu où je peux peut-être... je sens une certaine liberté de... Dans le fond, j'écris parce qu'il y a des choses que je peux pas dire. C'est comme si à l'hôpital, je me garde une petite gêne, peut-être. Puis on dirait que dans l'écrit, il y a une spontanéité ou une liberté que je retrouve moins personnellement dans la parole de l'hôpital. Oui. Est-ce que c'est ce besoin-là qui t'a amené à écrire Soigner, aimer? Oui, Soigner, aimer, c'était vraiment l'idée de réconcilier un peu ces deux pôles de ma vie, parce qu'avant, j'avais beaucoup l'impression le jour d'être médecin, de passer ma vie à l'hôpital, puis la nuit, donc, d'être en poésie. Soigner, aimer, ça a été un peu le momentum. Souvent, je cite Miron qui écrit dans un de ses vers une réconciliation batailleuse, donc c'était un peu cette espèce de façon de réconcilier les deux pratiques en parlant de l'hôpital, en laissant parler l'hôpital en moi. En laissant parler les autres en moi que j'avais accumulés puis qui me dépassaient, me débordaient et me faisaient souffrir. Parce que quand on te lit, on les entend en fait, les liens entre ces deux pratiques chez toi, puis qui viennent aussi d'un désir je vais utiliser le mot utile, d'être utile, mais en tout cas de participer à peut-être faire un monde un peu meilleur. Puis la poésie, comme ta pratique de médecin, semble motivée par ce désir-là
je sais pas, d'être engagé dans le monde. Oui, mais je pense qu'il y avait quand même un souci éthique, effectivement, dans soigner aimer, mais peut-être aussi une certaine naïveté dans la mesure où je commençais ma pratique. Puis je pense que tout me happait. Puis j'avais besoin de faire sens de la détresse que je rencontrais, donc de la mettre dans l'écriture. C'était aussi un mouvement aussi de montrer que les soignants sont des humains comme tout le monde et que les médecins ne sont pas des dieux. Et donc de me mettre en position moi-même de patiente dans soigner, de me mettre moi-même en position de proche aidante. Donc c'est peut-être ce jeu-là au niveau de la parole, de montrer les différents rôles, parce qu'au bout du compte, on est tous et toutes dans le même bateau de la maladie et la mort. Fait que c'était vraiment cette idée-là, pour moi, qui était centrale dans soigner. Puis dans ton dernier recueil aussi, tu donnes la parole à un ambulancier, par exemple, au père, tout ça. Ce qui est assez similaire au théâtre aussi, où Gabriel aussi, puis toi aussi dans le mythe, tu donnes la parole à plusieurs personnes. Comment est-ce que vous négociez ça? Parce qu'en fait, vous êtes la seule personne à écrire. Quel est le rôle de la parole des autres dans votre propre parole? Est-ce que tu veux commencer, Gabriel? Je dirais que dès le début de ma pratique, quand je regarde en arrière puis les projets qui se sont accumulés, j'aime donner la parole à des gens qui se taisent ou des personnages qui se taisent ou des choses que j'ai l'impression qu'on entend peu ou pas assez. Donc il y a ça. Puis quand vient le temps au théâtre de donner la parole aussi, c'est de réfléchir comment on donne la parole, comment on fait parler ou comment on laisse parler les gens, les choses, les personnages. Euh, tu sais, il y a différentes raisons pour faire parler un personnage ou de le faire parler de telle ou telle façon. Puis, de projet en projet, ça varie aussi. Je dirais, bon, la promenade des ignorés, j'avais 21 ans, c'était mon premier recueil, j'étais dans la découverte, il y avait quelque chose d'un peu plus éclaté. Je dirais que c'est quasiment plus une collection de poèmes. Dans Les Anodins, ben, on était dans un personnage d'enfant qui avait un regard sur son quartier de banlieue, puis les gens qui l'habitent à la fois à 10 ans puis à 16 ans. Donc, tout à coup, ben, c'est à travers ce regard-là, puis la poésie de ce regard-là, que ces personnages pouvaient apparaître. Dans Acadie Road, c'était plus la contrainte d'essayer de faire parler une série de villes et de paysages, une cartographie, en fait. C'est l'histoire d'un gars qui est tanné de se faire demander d'où il vient, puis qui part en char, puis qui montre la cartographie. Puis le constat que lorsqu'on est sur la route, euh, il y a la plupart des villes et des villages qu'on croise, ben, ce qu'on voit, c'est une pancarte avec un espèce de slogan. Donc, on est à la fois dans une espèce de Snapchat, parce que à l'époque, Snapchat était encore très utilisé, du tweet, mais tu sais, c'est en dire beaucoup avec peu de mots. Alors qu'au théâtre, tout dépendant des personnages, ben, on a des personnages qui, des fois, ils sont dans l'économie, mais on a des personnages aussi qui sont dans la logorie. Donc, ça a toujours été de cette espèce d'univers-là. Puis je rajouterais, mettons, pour Crowbar et le lac aux deux falaises, ce qui est particulier aussi, c'est qu'on est dans le réalisme magique. Donc, dans un monde qui se rapproche d'une autre, mais avec des codes qui lui permettent de s'en sortir. Et ça aussi, c'était intéressant de laisser parler les gens parce que tout à coup, ça leur permet de ne pas avoir de bon sens, mais dans un univers qui est cohérent. Qui commence avec la route aussi, Crowbar. Il y a beaucoup de routes dans ce que tu Oui, fais. oui. J'étais très sur la route pendant très longtemps. Et là, c'est un peu moins le cas, mais oui, c'est sûr, la route fait partie le chemin, en tout cas, à Puis parcourir fait dans partie. Academy Rose, si je ne me trompe pas, c'est aussi un bouquet de références. Et tu as l'air de faire, parce que moi j'en reconnais certaines, je suis sûre que j'en parle aussi beaucoup, mais j'ai l'impression que tu fais parler aussi beaucoup d'autres voix, d'autres artistes, d'autres poètes à travers tes poèmes. En fait. Oui, ben c'est sûr que la place de l'influence, puis particulièrement dans Acadie Road, pour moi, c'est une série de routes. C'est-à-dire qu'on a à la fois la route physique, géographique, mais on a également une espèce de route culturelle avec les référents dont tu parles, qui sont à la fois musicaux, poétiques, etc. Puis on a aussi la route. Celui-là, c'est peut-être un peu plus pour moi, mais c'est à partir d'Acadie Road que je prends conscience que je suis en train d'écrire une œuvre. Donc, il y a cette idée-là aussi de teinter cette route-là de référence à d'autres choses qui sont présentes dans l'œuvre encore pour trouver ces échos-là et créer ces échos-là
Puis, ben, tu sais, il y a des heureux hasards qui arrivent par la suite ou des heureux accidents. Il y a un vers dans Caddy Road qui dit à cause qu'on parle mal. La pièce de théâtre sur laquelle je suis en train de travailler tout de suite s'intitule Parler mal. N'était pas un projet qui existait au moment où Acadie Road est paru, mais tu sais, comme si donner des clés dans une œuvre plus large. Fait que ça aussi, c'est différentes façons d'essayer de faire parler les choses. Toi aussi, Mickaël, dans ce que tu fais, il y a énormément d'échos. Est-ce que tu as envie de nous parler de tes références ou de ce qui t'habite? Oui, bien sûr. En fait, j'entendais tout ça là, depuis toutes ces voix en soi qu'on ne prend pas le temps d'écouter, puis qui peuvent sortir grâce à l'écriture, à la poésie. Et toutes ces voix qu'on fait parler au théâtre aussi. Puis, ouais, moi, en fait, c'est quand je crée, je vais glaner à toutes sortes de sources, autant philosophiques, scientifiques, que musicales, spirituelles, artistiques, ça peut aller comme vraiment partout. Puis on dirait que quand je veux exprimer quelque chose, il faut que j'amène tous ces éléments-là ensemble pour former le tout. Puis donc, il y avait cette idée-là d'aller juste, en fait, de convier toutes ces voix-là pour créer une polyphonie. Puis j'utilise vraiment un mot musical parce que c'est comme ça que je le vis, que je vis la pratique. Et de faire interagir toutes ces voix-là ensemble, pour moi, ça crée une polyphonie, ça crée à travers les pages aussi une sorte de voyage, une sorte de chemin qui est aussi un chemin intérieur, mais qui se vit aussi dans la multitude avec l'autre. Donc il y a comme toujours cette dualité-là entre toutes ces voix mystérieuses en soi versus l'écho des autres voix qui me constituent aussi. Donc c'est comme, je trouve que ça aide à ancrer le propos dans quelque chose de plus grand. Dans mon cas, dans Mythe, par exemple, c'est assez flagrant. Là, je fais référence à beaucoup de textes spirituels, parfois religieux, mais pour en dégager leur espèce de l'essence qui peut nous être porteuse aujourd'hui, là, qui peut nous inspirer. Moi, je pense que le mot inspirer est chouette, là, parce que c'est à prendre un peu à la légère, là, aussi, de comme, ok, ben, cette phrase me parle et je l'intègre et je rebondis dessus et je recrée par-dessus aussi. Donc, il y a comme, je trouve, une espèce de roue qui tourne un peu infiniment dans la création humaine. Ça m'inspire beaucoup. Oui, puis ce que tu fais, je trouve, là où Gabriel est vraiment bon pour faire une espèce de portrait d'une époque, d'une communauté, etc., toi, j'ai l'impression que ton travail, c'est plus aller chercher dans le passé, aller grappiller un peu partout, puis voir ce qui nous habite encore aujourd'hui, ce qui nous travaille encore aujourd'hui, différemment, de la même manière, qu'est-ce qui nous relie aussi ensemble comme communauté. Oui, absolument. Ouais. C'est un humble travail. Est-ce que tu avais envie de rebondir aussi sur ces questions? Peut-être sur la question des personnages. De mon côté, dans Quand je vis, mon plus récent livre, dans le fond, j'ai fait un peu des scènes. Je me suis inspirée du cinéma, en fait, donc même si je n'écoute pas de film. La première scène, en fait, c'est mon père qui est victime d'un problème de santé aigu. Donc là, je le rencontre, c'est moi la témoin. Puis après, effectivement, j'ai mis des personnages donc en poésie. Puis je trouvais ça intéressant de mettre des personnages en poésie. Donc, il y a un ambulancier, il y a un médecin, etc. Puis donc, je les fais tous regarder la même scène. Puis dans le fond, décrire un peu comme dans un film, il y a une scène de crime. Puis là, tous les témoins la décrivent la même scène, mais de façon totalement différente. Fait que c'est un peu ce qui m'a inspirée. Je me suis inspirée aussi de poésie narrative. Puis l'idée, c'est un peu, dans le fond, évidemment, bon, moi je suis psychiatre, fait que je pense qu'on parle toujours de soi, même quand on parle des autres. Mais c'était aussi l'idée quand même de faire porter des parties de moi à des personnages. Parce qu'en un sens, on est tous aussi des personnages. Ici, je suis un personnage, puis après, à l'hôpital, je suis un autre personnage. Donc, c'est un peu de jouer avec cette question de l'identité. C'est ce que j'écris d'ailleurs dans le livre quand je dis « je est un jeu ». Donc, c'est un peu cette idée de jouer avec le concept même de personnage. C'est intéressant que tu parles du film, puis même du film d'intrigue ou en tout cas d'action. Parce que moi, quand je vis, j'ai pas pu le déposer. Alors que tes autres recueils, à certains moments, je suis comme, tu sais, je viens de lire un vers, puis là, j'ai besoin, qui m'habite pendant un moment, j'ai besoin de mettre le livre de côté.
Puis je pense qu'en général, j'ai un rapport à la poésie qui est souvent comme ça, où ah là, j'ai capté quelque chose, puis j'ai besoin de le laisser retomber. Quand je vis, ça se lit un peu comme un film, c'est-à-dire il faut que tu vives avec ces humains-là l'aventure à la même vitesse qu'eux ils vivent, ben, principalement le personnage principal. Je sais pas si je dois parler en termes de personnage, on est tellement pas habitué en poésie, mais oui, c'est ça. On veut savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin de la nuit. C'est ce qui est vraiment drôle que tu dises ça, parce que tout le monde m'a dit ça à la lecture, mais moi, vu que je sais la fin, j'avais même pas vu cette affaire-là. Fait que là, les gens me disaient, hey, c'est pas une suspense ton affaire. Suspense? Moi, je connais le dénouement. J'y avais même pas pensé. C'est après que les gens, tout le monde m'a dit ça, qu'ils n'arrivent pas à le déposer. Mais... C'est intéressant. On a quelque chose comme le début d'une poésie de genre, peut-être action, ouais, suspense. Super. Je me demandais aussi si vous aviez envie, parce qu'en vous lisant, j'ai naturellement senti des choses qui vous habitaient différemment. Puis la question de la langue, c'en est une qui est quand même importante. Gabriel, il y a toute la question de l'espace dans lequel j'habite, la langue acadienne, le français, l'anglais, etc. Michael, elle écrit dans plusieurs langues, l'anglais, le français, mais combien d'autres? De multiples langues. Puis Vanessa, il y a un moment aussi dans, je pense que c'est Soigner Aimer, dans lequel tu constates une barrière de langue avec tes patients qui t'empêchent d'avoir les discussions que tu aimerais avoir avec eux. Là, je vois qu'on tourne comme ça depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas si quelqu'un qui aimerait juste me parler de langue. C'est une question, moi, c'est une question qui m'habite depuis à peu près les débuts de l'écriture, puis qui se transforme. Je pense qu'il y a certainement une place à l'oralité, mais l'esthétique de l'oralité aussi, de questionner à la fois comment on peut dire quelque chose, mais comment aussi on peut ne pas dire quelque chose. Puis l'incapacité de dire, écrire l'incapacité de dire, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a vraiment un potentiel poétique fort là-dedans, par moment. Cette idée de ne pas trouver les mots, de chercher autour d'un mot, de se tromper de mots. Euh, et même dans cette espèce de pensée-là en continu. Puis à la fois du côté de la poésie, à la fois du côté du théâtre, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Le projet que je fais présentement, en fait, qui traite d'insécurité linguistique. Donc, l'insécurité, c'est le sentiment d'illégitimité de prendre la parole sur la place publique dans sa langue maternelle parce qu'on pense pas qu'on a la légitimité de le faire. La manifestation la plus violente de ça, c'est le silence. Puis, ce n'est pas qu'un phénomène francophone, ce n'est pas qu'un phénomène francophone minoritaire, ça se fait dans plusieurs langues, mais ce silence-là, qui est une espèce de forme de honte, cette réponse au silence-là fait partie des raisons aussi pour lesquelles j'écris, puis pour lesquelles j'écris dans la langue que j'écris. J'avais entendu très tôt, en 2011, je venais de finir mon bac, j'avais 21 ans, une phrase qui disait « Un auteur n'écrit pas dans une langue, un auteur fait quelque chose à une langue. » Et c'est du moment où il fait quelque chose à une langue qu'il devient un auteur. Puis ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup interpellé. Puis en fait, c'est ce que je pense que j'ai à faire lorsque je travaille l'écriture. Je dois faire quelque chose à une langue. Puis ce que je fais à la langue est multiple. Et la question qui demeure à travers ça, c'est qu'est-ce que je veux faire en faisant ce que je décide de faire à la langue? Donc, si je vais dans une oralité qui est plus régionale, si je vais dans une oralité qui est plus standard, si je vais dans une oralité qui se rapproche d'une façon d'aborder la langue qui n'est pas la mienne, ou qui est sur un autre territoire aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, parce que j'ai un bagage de comédien aussi, puis que depuis que je suis enfant, je m'amuse à imiter des accents, ben, je questionne aussi cette habileté-là, mettons, que j'ai développée, qui fait qu'à la fois, j'ai été capable d'être caméléon par moment, d'être communicateur et de m'assurer d'être compris sur un territoire donné lorsque je venais à communiquer avec des gens. Puis comment ça se transfère ensuite de ça? Ben, à la plume.
Où est-ce que je choisis de laisser la place à la personne qui lit, de faire un chemin qui n'est pas forcément celui que je souhaitais, ou est-ce que j'essaye d'imposer par ma façon d'écrire le chemin à prendre? Euh, Puis de fois en fois, ben ça change, un foisonnement perpétuel. Oui, c'est intéressant que cette question-là t'habite parce qu'effectivement, tu peux la tordre sous plusieurs angles, tu peux essayer plusieurs choses à chaque fois que tu travailles un nouveau projet. Mais puis il faut dire aussi que j'ai souvent été amené sur le plan personnel à prendre posture sur la place publique sur des questions de langue ou à réfléchir à la langue. Donc, par la force des choses, c'est quelque chose qui revient constamment. La langue demeure au cœur de ma pratique professionnelle. C'est-à-dire, je suis comédien puis je suis auteur. Je suis pas comédien de théâtre physique ou de clown, etc. Donc la langue est au cœur de vraiment regroupe à peu près tout ce que je fais. Fait que, ça finit par être une espèce de forme d'obsession au point où des fois, je suis tanné d'en Mais parler. c'est ça, Tu j'allais te sais, demander, t'es pas mais- tanné quand on parle? oui, par moment, Ouais. non. Tu sais, je veux dire, là, bon, je vous ai parlé de la pièce de théâtre, mais il y a un long métrage documentaire qui traite de cette question-là qui va paraître dans l'année à venir. On pense en faire un essai éventuellement. Fait que oui, puis en même temps, je m'en sors pas. C'est pas Puis en fini. même temps, parce que je suis tanné d'en parler, j'ai envie d'en parler pour être capable d'arrêter d'en parler. C'est vraiment paradoxal, tu sais, Mhm. mais, mais, mais j'ai l'impression que ce sera toujours là, peu importe. Fait que c'est comme quelque chose qui est toujours là, ben, des fois ça gosse, puis des fois tu l'embrasses, puis tu l'acceptes. Mhm. Puis toi, Mickaël, qu'est-ce qui t'amène à écrire de la poésie dans plusieurs langues et la chanter? Mhm. Ouais, je réfléchissais à ça là, pendant que je l'écoutais. Ben, il y a d'abord, je pense, une quête purement juste exploratoire, musicale, des sonorités aussi, parce que le dire fait en partie de, je pense, de mon historique, mais aussi de la façon que je vis la poésie. L'oralité, le dire et le partage en public, on dirait que c'est ce qui fait aussi qu'il y a poésie, c'est pas juste quand je le vis toute seule puis que je le dis à moi-même. Le partage fait partie. Donc, il y a comme aussi un rapport qui est très dans le don, on dirait. Puis, il y a un plaisir aussi. Moi, j'ai une formation d'actrice. Puis, c'est dans le jeu musical que j'ai finalement trouvé ce que j'aime faire. Mais au départ, avec la langue, il y avait ça. Quand j'ai commencé à écrire, cette idée, déjà avec le français, de jouer avec les assonances, de jouer avec les rimes, de jouer, j'ai fait un peu de slam, donc il y avait beaucoup cette idée-là de générer du jeu puis du ludisme avec la langue. Puis après, donc en évoluant, ben là, j'ai eu envie de jouer avec d'autres langues, parce que j'ai une attirance pour plein d'autres langues, parce que j'en parle d'autres. Puis, parce que j'en chante d'autres aussi, j'ai comme... Veux-tu les nommer pour ceux qui connaissent moins ton travail? Ben, je chante en latin, j'aime chanter en latin, je parle un peu l'italien, donc je peux chanter aussi du répertoire italien, l'allemand, un peu l'espagnol, je m'intéresse au chant bulgare, au chant corse, perse, bref. Fait qu'à un moment donné, ça devient juste une sonorité, puis la sonorité permet d'explorer aussi des sensations, des émotions. Puis c'est très exploréen, en fait, quand on y pense, là, quand on revient à Gauvreau, puis tout ça, à sa façon de faire réalité à travers des syllabes. Il y a comme une quête, disons, existentielle avec ça, mais on peut le prendre aussi au degré plus ludique, puis se dire... le langage, c'est juste une forme, mais ça peut aussi devenir quelque chose de plus grand qui est aussi... Je crée mon langage, je crée du sens, je crée mon sens. Puis dans Mythe, justement, il y a un passage où ça devient quasiment des formules magiques. Tu sais, ça devient comme jette des sorts avec le langage. Puis je trouve que c'est beau de faire ça. Je trouve que c'est vraiment... c'est un beau geste créateur d'aller jusque-là.
Mais d'ailleurs, c'est comme commun d'utiliser le latin pour lancer des sorts, peut-être parce que c'est une langue morte, donc elle nous apparaît plus magique, plus mystérieuse, mais elle fait aussi partie de nous à cause de notre héritage. Mais oui. Donc, on dirait qu'on peut puiser là-dedans. Il y a quelque chose qui est en dormance, mais qui a du sens aussi. Puis de ton côté, Vanessa, ce qui m'avait surtout marqué, c'est justement les langues que tu ne parles pas ou que tu aimerais parler. Tu en parler. Oui. Mais je trouve ça super intéressant parce que j'ai l'impression que moi, c'est complètement l'inverse de ce que tu décris, là. En fait, pour moi, la langue, c'est l'enfance. Et donc, c'est ma mère. Donc, moi, ma mère, c'était le français. J'ai appris le français. Puis, mon père est arabe et ne m'a pas transmis sa langue paternelle et maternelle de son côté. Donc, bref, c'est une grande absence aussi. Et moi, c'est un peu si le procédé a été inverse plutôt que d'être dans l'exploration. J'ai fait comme, OK, j'en ai pas d'un côté, il faut absolument que je creuse la langue française. Puis ça a été mon socle, mon seul appui, parce que l'autre, dans le fond, à quelque part me manquait, tu comprends? Mais c'était comme en même temps une grande peur. La peur est souvent un désir, inversement. Donc bref, j'ai pas appris l'arabe pour diverses raisons, mais donc j'ai creusé le français, puis ça me viendrait pas du tout dans l'idée d'écrire dans d'autres langues, peut-être à cause de cette importance que ça a revêtu, puis parce que j'aime ma mère aussi. C'est beau. Mais c'est vrai que notre langue maternelle, c'est la famille, c'est l'enfance, c'est important. J'ai l'impression qu'on a peut-être déjà touché à ça, mais je vous relance quand même au cas où ça viendrait allumer d'autres idées. Mais je le formulerai ainsi. Comment est-ce que votre pratique, qui n'est pas poétique, influence votre pratique poétique? Je dirais quelque chose peut-être que j'ai pas nommé puis qui m'est revenu à l'écoute de ce que disait Vanessa puis Michael, mais qui m'est revenu. Puis je sais pas si je me souviens plus si c'est arrivé de la poésie pour se rendre au théâtre ou du théâtre pour arriver à la poésie, mais il me semble que c'est du théâtre que c'est arrivé, cette idée-là de partir de soi puis d'aller vers des choses, de partir de choses qu'on connaît. Puis rapidement, c'est imposé l'idée de parsemer l'écriture de ce que j'appelle mes ancrages de réalité, mais c'est-à-dire que de, de partir de choses que je connais, soit d'anecdotes qu'on m'a dites. Des fois, ça peut même être un fait divers, peut-être, que j'ai lu, ou des choses que j'ai vécues, ou des anecdotes que j'ai vécues, que ma famille a vécues, que mes proches ont vécues, qui m'ont été partagées, ou même de donner certains traits de caractère ou une anecdote à un personnage, et de multiplier ces couches-là d'ancrage dans l'écriture pour les magnifier. C'est-à-dire que du moment, puis c'est surtout au théâtre que je l'ai fait, mais après ça s'est déposé en poésie, de, de je sais pas, mettons dans Crowbar, le personnage du pompiste qui tombe amoureux d'une fille dans un catalogue, on peut s'imaginer une espèce de catalogue Sears pour qui c'est encore une référence, puis qui décide d'essayer de la commander parce qu'il en est amoureux, c'est quelqu'un dont on m'a parlé qui existe pour de vrai. Mais à lui, également, il arrête de fumer parce que ça lui fait mal au dos, parce qu'il arrête pas de se pencher pour ramasser des mégots de cigarettes. C'est un autre personnage dont on m'a parlé qui, dans un village, tenait ce discours-là que la cigarette lui donnait mal au dos parce qu'il fumait des mégots par terre. Puis, en tout cas, il y en a quelques autres, des anecdotes comme ça, mais c'est le fait de les intégrer, le superposer dans un seul personnage fait en sorte que ça prend de l'ampleur, puis ça devient une espèce ça lui donne une espèce de poésie aussi. Ça et sa façon de parler tu sais, c'est ce genre de choses-là, ensuite de ça, qui se transfère, puis que tu te dis, OK, le besoin de chercher quelque chose dans lequel je peux ancrer quelque chose que je connais pour ensuite de ça tourner autour, broder, magnifier, détourner, rendre incohérent. Mais je sais que si je veux retourner à quelque chose de vrai, je peux toujours retourner là. Ou si je veux à une ou plusieurs vérités. Puis ça, tu sais, c'est peut-être l'acteur en moi aussi qui cherche ça, parce que bon, le rôle de jouer, des fois aussi, c'est le rôle de s'effacer. Mais tu sais, si tu veux t'effacer, faut toujours que tu puisses revenir. Donc, où est-ce que je dépose quelque chose que je connais, quelque chose d'humain, quelque chose qui est moi, quelque chose qui est proche?
où est-ce que je sais que je peux toujours retourner si jamais je perds au tour. Donc, je dirais ça sonne peut-être un peu ésotérique au final, mais pour moi, il y a quand même cette dimension-là à aller chercher, puis qui s'impose de plus en plus, puis de mieux en mieux, qui fait aussi des fois que je peux entendre quelque chose ou me rappeler une anecdote personnelle ou tout ça, puis l'ancrer dans un projet qui est totalement autre. Puis moi, je le sais, puis certaines personnes le reconnaîtront. Puis pour moi, c'est pas important, dans le fond, que le lecteur, la lectrice, le spectateur, spectatrice soit au courant de la véritable histoire derrière. En fait, pour moi, c'est même pas important. C'est plus qu'est-ce que ça fait. Mais moi, le fait de l'intégrer, je sais que ça donne une crédibilité à la forme et au projet. Je pense qu'on peut se permettre un peu d'ésotérisme. Oui, 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 sans doute, sans doute. Mais Michael, ben, il y a la pratique de la performance, mais on parle beaucoup de musique ensemble. Puis je me demandais si ce que tu apprends en ce moment en musique, parce qu'on est toujours en processus d'essayer des nouveaux instruments, des nouvelles manières de composer, même des nouveaux logiciels. Est-ce que tu penses que ça a une influence sur ta manière d'écrire? Peut-être pas encore. Ben, non, je pense que en fait, mais tu disais tout à l'heure, Gabriel, je ne sais pas si c'est l'un qui a influencé l'autre ou lequel est venu en premier, je ne sais pas, mais ça va ensemble, je dirais. En ce moment, j'ai vraiment besoin d'être plus dans le silence, la syllabe au max, dans la musique, dans l'oralité en tout cas. Donc, je diminue beaucoup justement le nombre de mots que je chante, que j'ai envie d'explorer. Donc, je fais un peu le travail inverse de tout ce que j'ai brassé comme idée avant pour aller vers quelque chose de plus profond. Ensuite, c'est ça, c'est un peu comme je le disais tout à l'heure, le jeu des sonorités, puis le jeu des langues se nourrit et nourrit la syllabe. Quand je commence en ce moment, quand je compose une nouvelle pièce, j'y vais vraiment à l'essentiel. Puis si c'est juste un A pendant toute la chanson, ça va être juste un A. Puis la façon de lire le A, il y a tout là-dedans. Il y a un monde à lire. Donc je suis un petit peu plus dans une démarche inverse en ce moment pour aller mixer, disons, le langage avec vraiment la musique, là, que les deux deviennent vraiment une seule et même chose. Puis, oui, après, ben, tous les instruments, ça finit jamais, c'est une quête qui finit jamais. Là. Puis la performance des instruments aussi, puis de comment. Et c'est toujours un apprentissage. Mais ouais, c'est justement, je veux plus laisser faire parler la musique que d'affirmer des choses avec la parole en ce moment. C'est ça. considères-tu peut-être que ça peut avoir un impact sur le rythme au niveau de l'écrit? Parce que moi, je fais un peu de musique aussi, mais je sais que pour moi, la musique, puis au niveau du rythme, soit d'un texte ou d'un dialogue ou comment ça découle, il y a toujours cette espèce de battement-là quelque part. Oui, mais la poésie, c'est du rythme aussi. Hein, le langage, c'est du rythme, la musique, c'est du rythme. Donc oui, c'est ça. Il y a forcément une collaboration avec toutes ces données-là. Oui. Mais je vous entends, puis je réalise, je l'avais déjà lu dans ce que vous écrivez, mais que cette idée de séparer vos pratiques, en fait, c'est un peu artificiel. Est-ce que c'est ton cas aussi, Vanessa? En tout cas, moi, j'avais l'impression en te lisant que ça l'était un peu, mais étais-tu poète avant d'être médecin? Est-ce que les deux étaient en germe en même temps? Ben moi, j'écris depuis l'enfance, donc je pense que c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Mais effectivement, ça faisait longtemps que je voulais devenir médecin. Mais initialement, je voulais être médecin de famille parce que je voulais sauver le monde en Afrique. Puis j'ai réalisé que c'était lié à mon histoire paternelle. Puis j'ai aussi réalisé que la médecine physique, je trouvais ça très ennuyant. Et donc, il y a seulement la psychiatrie qui m'a intéressée. Pourquoi? Ben là, c'est peut-être là le lien avec la poésie. C'est que la psychiatrie, c'est une discipline du langage et de l'écoute. Bon, si vous allez voir un chirurgien, s'il y a votre échographie, il n'y a
pas nécessairement besoin trop de vous écouter. Mais les psychiatres, nous, il faut quand même qu'on écoute un peu parce qu'on ne peut pas savoir si vous êtes schizophrène ou si vous avez une dépression si on ne vous écoute pas. Parce que je ne peux pas juste faire un scan du cerveau puis savoir si quelqu'un est schizophrène. Donc, je dois écouter. Et je trouve que ça me maintient profondément dans les mots, ça me maintient profondément dans l'écoute, ce que d'autres disciplines peut-être auraient moins fait. Puis, je nie pas du tout la valeur de la chirurgie. Donc, c'est des disciplines du langage, de l'écoute. C'est aussi la psychiatrie, une discipline qui est liée à plein d'autres disciplines, donc à la psychanalyse, à la sociologie, à l'anthropologie. La normalité ici, puis ailleurs, c'est pas la même chose. Le TDAH, je sais pas si ça existe dans d'autres pays, en Haïti, on me dira. Mais bref, donc il y a des aspects culturels aussi qui sont très importants dans la psychiatrie. C'est une discipline de l'incertitude. Donc, je trouve que le fait d'être en poésie me maintient dans le récit, parce que moi, ce qui me fascine toujours, c'est quand les gens arrivent pour venir me voir, ils veulent me raconter leur histoire. Moi, je trouve ça superbe et génial. Mais moi, c'est sûr que comme médecin, je cherche le diagnostic, je me dis ça va être quoi le plan de traitement. Donc, mais si je suis juste là-dedans, je passe complètement à côté de la rencontre. Puis la poésie, la littérature me permettent de, comme elle rappelle, Vanessa, tu es ici, tu es une être humaine face à une autre être humaine, face à un autre être humain, puis c'est fondamental. Mais à un moment donné, dans le flot de la technique, quand c'est le 15e patient à l'urgence qui a des idées de suicide, je peux perdre ça. Puis la poésie, j'ai l'impression, me maintient là-dedans. Pour moi, c'est fondamental. Souvent, ce qu'on me demandait, c'est comment la poésie apporte à ma pratique de médecin. Moi, je pense que c'est comme ça. En pratique clinique, cela étant, je suis hyper divisée. Tu sais, personne, je parle jamais de ma poésie, je parle pas de poésie. Si les gens écrivent, je m'intéresse évidemment à eux, mais s'ils aiment le kayak, je vais m'intéresser au kayak. Donc, c'est vraiment très séparé parce que je considère que je respecte l'espace du patient n'est pas mon espace. Donc, pour être médecin, il faut être deux dans la pièce, puis souvent, on peut se mêler. Donc, écrire de la poésie, ça me permet de sentir mes limites. Geneviève Amiot écrivait « Écrire me donne un centre ». Donc, ça te force à te centrer. Cela étant, j'ai réalisé avec les années que la psychiatrie apportait aussi à ma pratique comme écrivaine, ce que je voyais moins au début, mais j'ai réalisé que ça me donnait un peu une fonction de témoin. C'est-à-dire que souvent, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe derrière les murs de l'hôpital psychiatrique où on enferme les gens. Et donc, pour moi, c'était une façon de témoigner un peu de ça, de témoigner de ce que c'est qu'être soignant. Paul Celan a écrit « Qui témoignera pour les témoins ». Mais c'est un peu ce que, dans Quand je vis, c'est un peu cette idée-là, qui va soigner les soignants ou qui va témoigner pour les soignants, dans le fond. Surtout avec quand il y a eu la pandémie, tout ça, il y avait énormément de détresse chez les collègues et tout ça. Donc, pour moi, c'était important de parler de ce que je connais, évidemment, qui est la psychiatrie, où je baigne tout le temps. Et donc, d'avoir une fonction de rapporteur, puis d'écriture du réel, fondamentalement. Donc, tout le courant de la non-fiction. Fait que c'est comme si, même si, oui, j'ai fait des personnages, mais pour moi, c'est complètement le réel. Dans le sens que c'est des soignants, soignantes, puis je sais qu'est-ce que c'est à un moment donné avoir 15 patients dans la journée. On oublie que le patient n'a pas vu 15 psychiatres dans la journée. C'est ça. Fait que la poésie, pour moi, c'est un rappel à l'ordre. Puis pour ton lecteur et ta lectrice, ça permet aussi effectivement d'avoir accès à un autre regard sur, tu sais, si on n'est jamais en psychiatrie, de un, ça peut être très tabou dans certaines de nos communautés, puis de deux, à part ce qu'on voit des fois un peu à la télé, tu sais, il n'y a pas beaucoup de représentations. Oui. Les représentations ne sont pas toutes bonnes. Ne sont pas positives. Non, les gens, souvent, ils arrivent dans mon bureau puis partent à pleurer avant même que j'ai commencé. Puis je dis, mais quoi, vous allez dire, j'ai peur que vous m'enfermiez. Je suis comme, écoutez, la dernière fois que j'ai enfermé quelqu'un, ça fait longtemps comme ça à la clinique, là, pas à l'urgence. Donc, oui, ça donne une autre. Souvent, je dis à la fin, puis c'était-tu si pire que ça? Tu sais, OK, non, OK. C'est ça. Donc, oui, ça permet de rendre une autre image. Mais la psychiatrie, il reste que oui, on enferme des gens, oui, on donne des pilules, mais on ne fait pas que ça. Tu sais, on peut écouter un peu, puis c'est ça. C'est important, c'est fondamental. Moi, je pense que ça m'a débarrassé de certaines images que j'avais, je pense. Oui. Mais cela étant, il y a des choses graves en psychiatrie. Oui, mais bon, c'est pas que ça. Puis heureusement. Oui, puis on sent aussi des fois comme tu peux être dépassé par l'expérience de psychiatrie, puis le niveau d'humanité même que toi tu peux mettre, même si tu as le désir d'en mettre, il y a comme des limites aussi où
Oui. ce que tu peux faire. Ben, c'est fondamentalement une expérience de l'impuissance. Puis peut-être que l'écriture, là, peut-être je rejoins mes collègues, c'est aussi fondamentalement une expérience de l'impuissance. On n'arrivera jamais à traduire parfaitement le réel et c'est tant mieux à quelque part. C'est ça qui fait qu'on est humain, humaine. C'est Roberto Juarez qui dit que dans le fond, on peut être aimé finalement parce qu'on est imparfait. L'amour, la perfection, c'est chiant et c'est plate. Là. Donc, moi, je pense que cette expérience profonde d'impuissance comme médecin, elle est très bonne. Puis je dois me le rappeler parce qu'à l'hôpital, on nous traite comme si on était Dieu, mais c'est bon de se faire rappeler qu'on n'est pas Dieu, puis on est très impuissant. Moi, souvent, même aussi, l'autre chose, c'est un peu la validité des émotions. C'est comme quand je montre justement les émotions des soignants. Souvent, les gens arrivent et ont des histoires incroyables, puis là, en dépression, je dis, écoutez, moi, à votre place, je serais tellement triste. Tellement triste. Je comprends, tu sais. Donc, juste se dire, tu sais, puis c'est un peu ça que la poésie, on fait. On met des émotions en mots, à quelque part. On fait une pensée de l'émotion, une émotion de la pensée. Donc, pour moi, c'est un peu ce que j'ai voulu faire dans l'écriture, montrer que tout le monde peut souffrir s'il souffre. Puis c'est vrai que ça me fait penser un peu à ce que Gabriel disait sur le mal dire. Puis moi, personnellement, je dis tout le temps à mes étudiants, la poésie, c'est ce qui va vous servir à dire avec les mots ce que vous ne pouvez pas dire avec les mots. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça aussi, ce travail-là dans... La poésie permet ça, c'est-à-dire l'espace où il y a du non-dit, du mal-dit, du pas tout à fait dit, du à dire. La poésie le fait bien. Oui, puis je pense que c'est Antonio Gamoneda qui écrivait « Nous brûlons dans des mots incompréhensibles ». La poésie essaie de mettre ces mots-là en forme, quelque part. Il y avait Jean-Philippe Rage qui avait écrit à un moment donné un verbe, c'est je vous écrirai de loin pour ne pas. Là, puis le point finit après ne pas. Puis c'est autant ça peut être frustrant, mais autant moi j'ai trouvé ça merveilleux en fait, parce que je finis là parce que je suis pas capable d'aller au bout, ou je finis là parce que si je vais plus loin, ça va déborder. Ou en fait, c'est à compléter ou à ne pas compléter à sa guise, tu sais. Puis on parle d'écriture du réel, puis je pense que j'ai abandonné l'idée d'essayer d'être dans le réel, puis j'ai switché le réel pour la cohérence, au sens que, tu sais, si ça se tient, pas besoin d'être tout à fait réaliste. Si ça se tient, puis que c'est cohérent, même si ça détonne avec le réel, j'ai l'impression que ça marche, puis ça a été comme une énorme libération, en fait, pour moi, à un moment donné, de partir là-dedans, parce que à la fois, ça peut être très contraignant, parce que, bon, si tu détonnes la réalité, ça fait en sorte que il y a moins de repères, où tu dois donner les bons repères pour qu'on continue d'y croire. Tu sais, mettons, le Seigneur des Anneaux, on peut y croire parce que, bon, c'est pas notre réalité, mais c'est cohérent. Puis ça, je trouve ça intéressant aussi, cette recherche de la cohérence dans le dit, dans le non-dit, dans le comment c'est dit, dans le comment c'est présenté aussi. Ça me donne envie de rebondir. Ouais, moi aussi, j'avais une citation que je voulais vous dire. C'en est une de Roberto Juarez aussi. L'unique façon, c'est une citation vraiment importante pour moi. L'unique façon de reconnaître la réalité et de la recevoir, d'être réalité, c'est de la créer en se créant et recréant avec elle. Il y a cette idée-là aussi de comme... puis, tu disais tout à l'heure, les gens arrivent avec leurs histoires, leur façon de se concevoir, de concevoir le monde, qui est en fait tout le temps une redéfinition du sens puis de nos conceptions du monde. Puis la poésie fait ça, c'est un espace de redéfinition du réel et de ce qui est irréel aussi, invisible. Puis ça permet de le faire avec le langage, mais aussi c'est plus vaste que ça encore. C'est vraiment un espace de sens existentiel aussi, parce que c'est là qu'on émet, je pense, c'est ça tout notre rapport. Que ce soit des propositions pour le réel ou des observations, des pensées. C'est un espace de magie, en fait. C'est extraordinaire. Mais je suis contente que tu utilises le mot magie parce que récemment, je faisais une entrevue avec Rebecca Leclerc qui me disait « Moi, je m'en fous du réel, je crois au mensonge, je crois à la sensibilité, je crois à la magie. » Puis à la poésie, puis toutes ces choses-là pour elle sont liées, puis c'est ce que j'entends aussi dans ce que vous me dites. Puis bon, la magie me fait penser au rituel, il y a une part très ritualistique dans ce que tu fais aussi, ou en tout cas quand on va voir tes concerts, on a l'impression
qu'on vit quelque chose ensemble, qu'il y a un rituel qui est en train de se passer. Est-ce que ça participe aussi de ta pratique? Est-ce que c'est ce que tu essaies de créer ou c'est juste moi qui délire quand je vais voir tes shows? Non, non, c'est vraiment important. C'est vraiment important, mais c'est fait vraiment en toute... il me vient juste modestie là, en tête, mais c'est vraiment en fait, c'est une hypothèse de sens et de rencontre aussi avec les gens, avec le public. Dans le même esprit que ce que je racontais juste avant, dans l'idée de faire des propositions pour le réel, mais aussi de sanctifier d'une certaine façon le fait d'être vivant, le fait d'être ensemble, le fait d'accorder à certaines choses une ritualité, ça leur donne voilà, plus de sens, un sens beaucoup plus fort de l'existence. J'ai beaucoup d'intérêt pour le sacré, mais beaucoup de gens disent que le sacré, c'est du réel total, finalement. Et c'est tout ce qui est hors de... C'est ce qui surgit dans l'homogénéité du banal, du trivial, du profane. Fait que j'essaie de faire ça aussi avec la poésie, avec la musique, avec les spectacles qui sont des espaces de rencontre, de convivialité, de bienveillance, où il peut aussi y avoir ces introspections-là, ces méditations-là, où on peut juste connecter avec un certain sens en soi, qui va être appelé à changer, forcément. Ouais. Ben, j'en profite pour nous ramener dans le réel du salon. Je ferai peut-être un petit tour de table pour voir qu'est-ce qui s'en vient, de quoi vous avez envie de parler en tout cas, mais je sais que Michael, il y a un album qui s'en vient éventuellement. Oui, très bientôt. Très bientôt. Ce sera annoncé à l'hiver, voilà. Et oui, et je continue les représentations de Warm-Up au Jésus le 24 octobre. Oui, on est rendu une représentation, voilà. C'est la prochaine à venir, donc vous êtes conviés. Toi, Vanessa, est-ce qu'on attend quelque chose de ton côté? Ah, l'actualité. L'actualité en cours, donc... oui, oui. Quand je lis, s'il vous plaît, lisez ça vite. Vous allez le manger d'un seul coup, je vous jure. Et toi, Gabriel? Comme je l'évoquais tout à l'heure, Parlez mal, le film qui devrait paraître dans les mois à venir. Parlez mal, la pièce de théâtre, si tout va bien, devrait paraître en mois de mai prochain ici à Moncton avec tournée potentielle dans l'année qui suit. Puis sinon, c'est plus des projets en gestation. Je travaille sur l'adaptation de Crowbar, ma pièce de théâtre en long métrage de fiction. Je travaille au développement aussi d'une série télé qui s'intitule Moncton X. Donc, c'est vraiment dans la gestation de nouveaux projets. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de vous parler tous les trois. Merci, merci. À la prochaine, j'espère.